centrale. William T, un enseignement? Il y a une grande stabilité dans l'instabilité, c'est-à-dire que quand on regarde les blocs, je suis d'accord avec Mathieu Gallard, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'on a 3 blocs à 30% et on n'a aucun des blocs qui pourra gagner les prochaines élections législatives en cas de dissolution, si le sondage est vrai et si le sondage se confirme dans les urnes. C'est-à-dire que vous avez 3 blocs qui sont minoritaires, qui sera opposés à 2 blocs qui vont les battre quoi qu'il arrive, parce que si c'est le RN qui est en tête, il y aura un front républicain contre le RN. Si c'est les macronistes qui sont en tête, il y aura un bloc contre les macronistes. Et si c'est la gauche qui est en tête, les 2 autres feront alliance contre eux. Donc ça ne changera strictement rien. Donc au final, les Français veulent que tout change pour que rien ne change. C'est un peu ça la conclusion du sondage. Jérôme Saint... Que Emmanuel Macron ne va dissoudre, ou s'il dissout, que dans 2 hypothèses. La première, c'est s'il est acculé. C'est-à-dire qu'il a vraiment plus le choix et qu'il soit obligé de dissoudre parce qu'il y a une pression très importante dans la rue, dans les niveaux politiques ou au niveau médiatique, ce qui n'est pas encore le cas. Ça veut dire que comme la pression est portée sur François Bayrou, pour l'instant, la pression n'est pas encore portée sur Emmanuel Macron et les marchés financiers sont certes en baisse, mais ils tiennent encore suffisamment pour qu'on puisse lever de la dette et qu'on puisse tenir le budget au regard de l'épargne des Français, etc. Donc pour l'instant, ça tient. L'autre point, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas intérêt à dissoudre? C'est parce que s'il dissout, il va perdre. Or, l'intérêt du président de la République, c'est de dissoudre dans l'hypothèse où il a une petite chance de victoire. C'est-à-dire que la seule possibilité de victoire pour le président de la République dans l'hypothèse d'une dissolution, ce serait dans un accord avec les Républicains, dans un réflexe légitimiste. Or, la France n'est pas encore suffisamment en crise pour provoquer un réflexe légitimiste. On se souvient qu'Emmanuel Macron y a profité à 2 reprises, lors des élections législatives 2024 ou après les Gilets jaunes, qui ont provoqué une grande victoire de la République en marche lors des européennes de 2019. Donc, pour lui, il faut, acculer la France, que la crise financière soit beaucoup plus importante, que la crise de la dette soit beaucoup plus importante, que la crise économique soit assez importante pour que les électeurs de divers gauches, de divers droites rejoignent le bloc présidentiel pour ensuite, après, je ne sais pas moi, nommer Retailleau Premier ministre et dissoudre et provoquer une offre et un réflexe légitimiste qui obligera à faire un choix, la responsabilité versus le chaos, le choix de faire sauver la dette, l'épargne des Français, etc., contre ce qu'il appellera les irresponsables et de gauche et de droite, donc du Rassemblement national et de la France insoumise. Quand vous regardez le sondage, c'est très simple. Si on dissout, il y aura 180, 180, 180. Ça veut dire que le NFP va perdre 15 à 20 sièges, notamment dans des circonscriptions, il y aura des batailles entre la gauche. Le socle commun, notamment Renaissance, va perdre une trentaine de sièges et le RN va en gagner 40-50, donc ce qui va arriver à 180 partout. Donc mais ça ne fera pas une majorité. Ça ne changera strictement rien, ce sera même encore plus dur de constituer une majorité que ça ne l'est actuellement, parce qu'il n'y aura aucune possibilité quasiment d'accord de non-censure. Donc ça perdra. La seule chose qui change, c'est que le PS, au sein du bloc de gauche, aura plus de députés, et au sein du bloc central, les Républicains auront plus de députés que le bloc présidentiel. Ou en tout cas, ils rééquilibreront les jeux. Hormis ça, ça ne changera strictement rien. Donc, à l'heure actuelle, comme la crise n'est pas encore assez importante, Emmanuel Macron ne va pas dissoudre. Par contre, s'il renomme un nouveau Premier ministre, s'il se refait censurer, si vous avez une crise budgétaire, si l'agence Fitch dégrade la note, que vous avez une panique sur les marchés financiers, là, la question se posera. Alors, je retiens... entre autres choses, dans du CESE, c'est quelqu'un qui vient de Conseil économique, social et environnemental. Au syndicaliste, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Plutôt dans ce style-là. Il n'en voulait pas. Non, c'est plutôt Macron qui en voulait pas a posteriori, parce qu'en fait, il ne pouvait pas pouvoir avoir un rassemblement politique, parce qu'il n'avait pas assez de connexions politiques, notamment au sein des Républicains et au sein de la gauche, et qu'il apparaissait comme plutôt quelqu'un qui était plutôt en retrait du jeu politique plutôt que dedans. Et au final, ils ont opté l'option politique avec Michel Barnier. Alors vous qui arpentez les coursives de la vie politique, vous entendez des noms? Quels sont-ils, ces noms? Est-ce que vous avez des idées? En fait, il y a toujours les mêmes. Toujours les mêmes, mais en fait, il y a 3 grandes options pour Macron à l'heure actuelle. Plutôt quelqu'un de la gauche en première option pour en fait avoir ce qu'on appellerait une coalition à l'allemande. C'est l'option qui semble privilégiée, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois vienne du Parti socialiste ou un ancien membre du Parti socialiste pour obtenir un accord de non-censure avec les Républicains. Ouais. Deuxième option, donc dans cette hypothèse-là, ce serait plutôt quelqu'un comme Pierre Moscovici ou le gouverneur de la Banque de France, quelqu'un plutôt soit société civile, soit quelqu'un qui vient du PS. On n'est pas dans la société civile et dans la politisme. Non, là on l'a pas. Avec Pierre Moscovici. Là on l'a pas. Mais on ne ferait pas croire ça aux Français. Non, on va faire croire ça aux Français. Ils vont se mettre en colère. Société civile pour Emmanuel Macron. Même à vous, monsieur Slama, on ne fera pas croire ça. Ça ne marchera pas ça. Deuxième option privilégiée, c'est plutôt quelqu'un du bloc central pour tenter la même opération que Bayrou et Barnier, mais en se disant que Bayrou et Barnier en fait n'étaient pas assez à l'aise politiquement. Parce qu'en fait, il y a une partie des gens en Macronie qui considèrent que si Barnier et Bayrou sont tombés, ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est parce qu'ils n'ont pas assez traité Marine Le Pen. Et Le Cornu et Darmanin seraient meilleurs pour traiter Marine Le Pen. Parce qu'en fait, ce que dit Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas été assez traitée pendant l'été avant avec Barnier également. Et dernière option, si toutes les options précédentes ne marchent pas, il mettra Retailleau, il dissoudra pour tenter d'avoir une majorité absolue. Alors, moi j'ai
un nom à vous proposer, et Éric Woerth. Je ne sais pas s'il est candidat à Matignon. Peut-être sauver celui du prochain. Et puis il va peut-être sauver le budget 2026 pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est en train de faire comprendre à tous les députés, notamment de ce qu'on appelle les partis de gouvernement, qu'il vaut mieux un mauvais budget plutôt qu'une censure. On voit bien l'évolution du Parti socialiste entre maintenant et avant la déclaration de Bayrou de demander le vote de confiance. C'est-à-dire que le Parti socialiste ne demande ni la démission ni la dissolution de l'Assemblée nationale. Deuxième point, c'est que lorsque vous interrogez les Français, notamment sur les préoccupations, ils pensent davantage, depuis Barnier et Bayrou, que la dette est importante, que la réduction des déficits était importante, ce qui n'était pas le cas avant les élections de 2024. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a peut-être perdu la bataille de la solution, il a peut-être perdu son poste, mais il est en train de poser le cadre général qui est davantage favorable au socle commun aux Républicains que le RN et le NFP qui ne sont pas crédibles sur la réduction du déficit public et de la dette. Madame, messieurs, 1000 fois merci pour ce débat de